Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les jeunes sont l'avenir de demain, mais encore faut-il leur donner les clés pour réussir. Au Burkina Faso, la formation et l'employabilité des jeunes sont des enjeux majeurs qui nécessitent des réformes ambitieuses. Comment permettre à cette génération de s'épanouir et de contribuer au développement de leur pays? Quels sont les enjeux clés auxquels sont confrontés les jeunes du Burkina Faso pour accéder à l'éducation et au marché du travail, ainsi que les réformes en cours pour renforcer leur formation et augmenter leurs chances de réussite? Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'un jeune? Qui est jeune? Autant de questions qui nous occuperont ce soir dans votre émission Questions majeures. Questions majeures, le rendez-vous de la RTB autour des grandes thématiques qui doivent mobiliser les populations en lien avec la crise sécuritaire et socio-économique. Pour avoir une vision d'avenir remplie de possibilités et d'espoir pour nos jeunes, nous sommes avec Kourpiga Yerbanga, conseiller en emploi et en formation professionnelle, directeur général de la formation professionnelle au ministère en charge de la formation professionnelle. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci de venir nous aider à comprendre le sujet qui nous occupe ce soir. Nous sommes également avec Mahamourou Zan, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente, secrétaire permanent de Youth Connect Burkina Faso au ministère en charge de la jeunesse. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci de votre disponibilité. D'ailleurs, on commence avec vous, monsieur Zan. Et il se trouve qu'on va d'abord aller à des questions de clarification notionnelle. Et quand on parle, par exemple, de jeunes, qu'est-ce qu'un jeune? Merci, M. Kindo. Je pense que la notion de jeunesse est une notion assez complexe parce qu'il y a plusieurs dimensions en fait sous lesquelles il faut faire donc cette approche définitionnelle. D'emblée, il y a le critère justement donc démographique qui nous permet de pouvoir dire selon justement les tranches d'âge comment est-ce qu'on peut donc situer le jeune dans la population. Et de ce point de vue-là, donc, on considère au Burkina que les personnes qui sont jeunes sont celles qui ont l'âge compris entre 15 et 35 ans. Et cette définition est, j'allais dire, inspirée de la définition que la CEDEAO a arrêtée. Et c'est la même définition donc, que la Charte africaine de la jeunesse donc, a opté. Et le Burkina donc, est inscrit dans cette dynamique-là. Mais il faut aussi signaler que quand on parle de jeunes, il faut voir aussi la dimension psychologique, puisqu'on peut se considérer jeune sans être justement dans cette tranche d'âge-là, jusqu'à 77 ans, comme on le dit souvent. Mais au-delà de ça, il y a aussi des considérations d'ordre social. Selon donc votre intégration en termes de responsabilité au niveau de la famille, en termes de responsabilité sociale, on peut considérer que vous êtes jeune ou pas. C'est pourquoi d'ailleurs, donc, quand vous regardez un peu l'approche donc, du jeune au niveau des acteurs politiques, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas forcément donc, focalisés sur ces critères d'âge. Mais d'un point de vue administratif, institutionnel, ce qui est adopté au Burkina Faso, le jeune, c'est celui-là qui a l'âge compris entre 15 et 35 ans. Et nous allons considérer cette définition dans le cadre de nos entretiens de ce soir. Et toujours avec vous, et quand on parle d'employabilité des jeunes, à quoi cela renvoie? Oui, la notion d'employabilité aussi peut être abordée sur deux angles. Il y a d'abord l'angle individuel, ce qui concerne donc la personne qui est dans cette situation de vouloir accéder à un emploi, soit se maintenir ou soit aller dans des perspectives en fait, de changement. Et il se trouve justement donc pour dire que vous êtes employable, ça suppose que vous avez un certain nombre de compétences d'ordre spécifique. Donc en termes de savoir, en termes donc de savoir-faire, en termes d'expertise. Mais il y a aussi donc des compétences d'ordre général dont on a besoin, telles que justement donc, les aspects relationnels, donc d'intégration sociale, d'appartenance à des réseaux. Et tout ça contribue justement donc à rendre quelqu'un employable, c'est-à-dire à faciliter donc ses possibilités, ses probabilités donc à obtenir un emploi, à se maintenir aussi donc dans l'emploi, mais surtout à aussi s'inscrire dans une perspective d'évolution, dans une perspective de changement, donc si cela s'avère nécessaire. Et est-ce que c'est lié à l'âge, comme vous l'avez dit dans le cas du jeune? Non, pas forcément. L'employabilité n'est pas une question qui est forcément liée à l'âge.
C'est pourquoi, au niveau par exemple de l'administration publique et même dans le secteur privé, vous pouvez avoir des employés qui sont assez avancés en âge, qui ont des difficultés aujourd'hui d'adaptation aux outils donc, numériques informatiques. Ça pose un problème justement d'employabilité. Or, les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, ont besoin justement donc d'avoir des ressources humaines qui soient proactives, qui soient flexibles, qui puissent s'adapter justement donc à l'évolution du temps pour pouvoir rendre donc le service ou en tout cas l'entreprise productive et compétitive. Et si ce n'est pas donc lié à l'âge, qu'est-ce qu'on appelle emploi des jeunes? Justement donc, nous pouvons rapporter justement donc toute cette approche-là à notre cible jeune. Et l'emploi des jeunes donc va nous ramener à la situation de quelqu'un qui exerce donc, une activité qui lui permet justement donc d'avoir un revenu. Un revenu pour assurer justement donc ses charges, pour lui permettre justement donc d'assurer une certaine autonomie. Et c'est pourquoi donc on va aller un peu plus loin donc, pour chercher donc à qualifier l'emploi donc de productif ou pas, de compétitif donc ou pas. Alors, on aura compris, M. Zan, l'emploi des jeunes, de quoi il s'agit, mais sur la question de la formation, M. Yerbanga, est-ce que ça suppose l'acquisition des connaissances ou encore des savoirs et des savoir-faire? Ok. Dans un processus de formation, tout dépend de l'objectif qui est recherché. Il y a des formations qui peuvent se limiter à l'acquisition du savoir. Mais il y a de ces formations qui peuvent regrouper les trois entités, à savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui relève justement du comportemental. Oui, et il y a la formation, il y a aussi la formation professionnelle, il y a la formation technique. Quelle est la nuance entre formation professionnelle technique et qu'est-ce qu'est la formation professionnelle? Ok. Pour ce qui concerne la formation professionnelle, il y a la loi d'orientation de l'éducation de 2007 qui définit la formation professionnelle comme étant toute activité visant à assurer l'acquisition des connaissances, de qualifications, d'aptitudes nécessaires pour exercer une activité ou une fonction avec compétence et efficacité. Donc, ce qu'il faut retenir en matière de formation professionnelle, c'est qu'on acquiert des savoirs, des savoir-faire et savoir-être en vue d'exercer un métier. Et est-ce que ça se passe dans une école ou entre quatre murs, intramuros ou extramuros? Comment ça se passe? La formation professionnelle peut se faire dans un centre de formation professionnelle, ça peut se faire dans une entreprise, ça peut se faire justement dans tout autre, en tout cas, établissement de formation. Et ce qui est différent de la formation technique? Pour ce qui concerne la formation technique, l'objectif qui est recherché, c'est l'acquisition de connaissances techniques en vue justement d'acquérir des savoirs et savoir-faire pour poursuivre vraiment des études supérieures, toujours dans le domaine justement de la technique. Oui, et quand vous parlez de formation professionnelle, elle est essentielle pour l'insertion professionnelle. Oui, la formation professionnelle est essentielle pour l'insertion professionnelle, en ce sens qu'elle permet à l'individu de réunir un certain nombre de compétences techniques et professionnelles et immédiatement, il peut exercer l'activité professionnelle et satisfaire à la demande économique et sociale. Et quelle est l'insertion professionnelle alors? C'est quoi l'insertion professionnelle? Il faut noter que l'insertion professionnelle, c'est un processus qui consiste justement à aider un individu qui a fini sa formation dans un centre de formation à pouvoir se positionner sur le marché du travail. En plus des connaissances techniques, ce dernier aura nécessairement besoin d'autres types d'accompagnement, à savoir comment faire les techniques de recherche d'emploi, la formation en entrepreneuriat, et puis aussi l'appui à travers justement tout ce qui est outils nécessaires pour qu'ils puissent maintenant se positionner sur le marché du travail. Et lorsque le processus prend fin, l'insertion aussi prend fin et on est maintenant en emploi. Et on va comprendre tout cela dans le corps du développement qui va suivre. Monsieur Yerbanga, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de la jeunesse au Burkina Faso sur le plan socio-économique?
Ok, merci. Au Burkina Faso, il faut dire que les jeunes sont majoritaires du point de vue numérique. Maintenant, pour ce qui concerne la situation au plan économique, en tout cas, beaucoup d'études ont montré que les jeunes ont en tout cas des revenus relativement faibles, compte tenu du fait que beaucoup n'arrivent pas à avoir vraiment un emploi à temps. Le taux de chômage chez les jeunes est relativement élevé, de l'ordre de 9,3%. Ensuite, il faut dire que sur le marché du travail, les jeunes sont confrontés à d'énormes difficultés liées au fait qu'ils n'ont pas toujours les compétences techniques pour exercer un métier. Et également, il manque justement d'expérience pour se faire accepter facilement par les employeurs. Oui, monsieur Mamourou Zan, à Youth Connect, la question vous intéresse de savoir la situation aujourd'hui de la jeunesse burkinabé en matière socio-économique. Est-ce qu'elle est bien lotie, elle n'est pas bien lotie? Monsieur Herbanga l'a dit, il y a une question de chômage qui se pose. Et vous, comment vous appréhendez la question? Quand on parle de la situation socio-économique des jeunes, c'est d'abord regarder en fait, j'allais dire, leur proportion dans la population donc, globale du Burkina Faso. Et à partir de cette proportion, ça fait appel à un certain nombre de défis. Et comment est-ce qu'on apporte donc des réponses à ces défis? Et qu'est-ce qui fait justement donc que les jeunes ne sont pas aujourd'hui dans des situations désirées, donc en tout cas pour leur majorité, et pour pouvoir j'allais dire, bien apprécier donc ces situations-là. Mais déjà, ce que M. Yarvanga dit, c'est tout à fait ça la réalité, c'est que vous avez une situation socio-économique très difficile, puisque en milieu rural particulièrement, parce que c'est vrai, on a eu beaucoup tendance à nous occuper principalement donc, des jeunes qui sont en milieu urbain et ceux qui sont donc dans les dispositifs donc, de formation. Je signale au passage que nous avons 45,7% donc des jeunes du Burkina Faso qui ne sont ni dans un dispositif de formation, ni donc dans un emploi. Donc vous voyez, toute cette masse-là, en fait, pose à nous, en tout cas, un problème, donc, parce qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut pouvoir relever pour leur permettre justement donc d'accéder justement donc au savoir-faire, donc aux compétences pour assurer, faciliter donc leur insertion socio-économique, non seulement, mais aussi donc de pouvoir les mettre donc à contribution pour aider à relever donc l'ensemble des défis qui se posent donc à la nation. Mais au-delà de ça, on peut aussi donc constater que les offres publiques donc d'emploi qui existent jusqu'à nos jours, en fait, ont une couverture très limitée donc par rapport donc à la jeunesse. Puisque quand vous prenez le ministère donc en charge de l'emploi, qui a les prérogatives donc publiques donc pour gérer cette question, à le niveau le plus déconcentré qui se retrouve au niveau provincial. Et il y a d'autres données, donc, notamment du RGPH donc, 2019, donc, le recensement donc, de la population, donc, qui nous révèle que nous avons donc, une très grande proportion donc, des jeunes qui sont en milieu rural. Donc, tout à fait. Donc, nous sommes autour donc, de 68% donc, de ces jeunes qui sont en milieu rural. Donc, sur une échelle de 10, peut-être oui, tout à fait. Et finalement, puisque les offres ne sont pas donc proches de ces jeunes, ils ne sont pas dans les dispositifs de formation, donc, ni en tout cas d'emploi. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Ça nous interpelle parce qu'il n'y a pas de perspective donc, suffisante donc, pour ce groupe-ci particulièrement. Et je pense que, Dieu merci, en tout cas le nouveau contexte donc, nous a amené à comprendre davantage que nous avons tous intérêt à nous occuper de cette cible-là et de façon très urgente parce qu'aujourd'hui, on a vu avec le développement donc, du phénomène terroriste, on peut constater qu'effectivement, l'enrôlement se fait essentiellement donc, à partir de ces groupes qui sont rendus vulnérables parce qu'ils n'accèdent pas justement aux offres publiques d'emploi. Alors, Koutpiga Yerbanga, M. Zan l'a dit, la situation peut paraître inquiétante, elle est maîtrisée, il y a des actions en cours, mais aussi
Et il y a des actions de réforme en cours, on va y arriver. Mais est-ce que sur le plan général, on peut faire déjà un état des lieux en matière de formation professionnelle? De l'existant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ok. Il faut dire qu'en matière de formation professionnelle, depuis des décennies, beaucoup de choses ont été faites. Et sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel et sur le plan des actions et activités. Pour ce qui concerne le volet institutionnel, nous avons un ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons plusieurs structures qui s'occupent justement de la formation professionnelle. Il y a l'ANFP qui a été créée en 2020, Agence nationale de la formation professionnelle, qui doit contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle. Ensuite, il y a l'ONEF qui s'occupe justement du volet statistique, l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Il y a le SPCNC qui s'occupe justement de la certification, le secrétariat permanent, la Commission nationale de la certification. Et il y a un fonds national de financement qui est le FAFPA, qui son rôle vraiment est de financer à grande échelle les actions de formation, aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Maintenant, d'un point de vue organisationnel, il faut dire que le ministère a un organigramme qui permet justement aux différentes structures d'interagir pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et au rang des actions, il y a vraiment des actions de formation professionnelle qui sont menées auprès justement des centres de formation professionnelle. Et il y a effectivement des actions de certification qui donnent justement une reconnaissance officielle aux titres qui sont délivrés aux apprenants en fin de formation pour dire que vraiment ils ont suivi avec succès leur parcours de formation, donc ils ont été sanctionnés par des titres. Toute chose qui permet l'emploi des jeunes, une préoccupation cruciale dans le pays. Mais maintenant, en matière d'emploi, est-ce qu'un point peut être fait sur cette situation? Oui, en matière d'emploi, c'est pratiquement la même chose. On a des structures qui sont créées vraiment pour prendre en charge la question de l'emploi. Il y a la Direction générale de la promotion de l'emploi qui développe vraiment des stratégies, qui mettent des actions sur le terrain pour pouvoir promouvoir justement l'emploi. Maintenant, parlant justement de l'état des lieux, il faut dire que pour ce qui concerne la formation professionnelle, des études ont révélé récemment que parmi les individus qui ont un âge entre 15 ans et plus, qui ont suivi une formation professionnelle, en termes de proportion, on dénombre vraiment 14,1%. Et la politique nationale de développement au Burkina Faso s'est fixée pour objectif d'atteindre vraiment 25% d'ici à 2025. Pour ce qui concerne l'emploi, il faut dire que le taux de chômage global est estimé à 4,7%. Et au niveau de l'enseignement supérieur, il est ressorti que le taux d'insertion professionnelle des étudiants en fin de formation tourne autour de 55,5%. Et donc, ça veut dire que la durée moyenne d'obtention d'un emploi au niveau de l'enseignement supérieur est de 2 ans, 2,1 ans, soit 25,5 mois. Oui, et donc il y a quelque chose qui est fait en matière de formation professionnelle, mais il y a aussi l'existant en matière d'emploi. Seulement, M. Yerbanga, il y a toujours problème. Vous parlez du chômage qui est toujours à une ampleur, pas forcément endémique, mais une ampleur assez inquiétante. Comment on peut expliquer ces insuffisances? Ok, et ces insuffisances sont de plusieurs ordres. Et au niveau de la formation professionnelle, il faut dire que nos structures de formation, notamment les centres de formation professionnelle, ne sont pas en nombre suffisant. Donc, ce qui pose justement un problème justement de capacité d'accueil. Ensuite, il faut noter qu'en matière de formation professionnelle, le coût est élevé.
Aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir vraiment bénéficier de la formation professionnelle à moins de 75 000 francs CFA par an. Donc, le coût minimum, c'est 75, ensuite 100 000, 150, 200 000 et même 400 000. En fonction des profils. En fonction des profils, en fonction des centres, etc., etc. Au niveau de l'emploi, il faut dire qu'il y a une sorte d'inadéquation entre le profil qui est recherché par les employeurs et les profils existants dans le marché justement de l'emploi. Oui, Monsieur Koudpiga, vous l'avez dit, tout ce que vous avez démontré, c'est bien beau. C'est un tableau reluisant, mais n'empêche qu'il y a un certain nombre d'insuffisances. Vous avez évoqué la question du chômage qui est persistante et depuis un certain nombre d'années, la question est toujours prégnante. Comment on peut expliquer cela? Ok. Au niveau du taux de chômage qui est relativement élevé, il faut dire que cela peut s'expliquer en partie par le fait que le plus souvent, les jeunes, on reproche aux jeunes de n'avoir pas vraiment d'expérience professionnelle. Ça veut dire qu'effectivement, ils viennent sur le marché du travail, mais ils n'ont pas toujours l'ancienneté, le savoir-faire sollicité. Ensuite, toujours parlant justement des difficultés liées à l'emploi, c'est le fait que ceux qui ont un profil, qui ont une qualification, le plus souvent, le profil n'est pas en adéquation avec les exigences du marché du travail, en termes de type de métier et également en termes justement de niveau de formation. Et pour ce qui concerne le volet de la formation professionnelle, le plus souvent, les employeurs disent que les jeunes manquent d'expérience. Mais comme vous pouvez le deviner, il n'y a pas une école d'expérience. L'expérience, c'est sur le terrain. Et il n'y a pas, en tout cas, un lieu où on peut acquérir de l'expérience autre que les entreprises elles-mêmes. Donc, ce qui fait qu'effectivement, de plus en plus, il faut travailler à aller vers la promotion des stages en entreprise. Et est-ce qu'à ce niveau, il y a des opportunités pour aider effectivement ces jeunes à pouvoir acquérir l'expérience? Mais au-delà de ces jeunes, notamment pour l'emploi, la question aussi de la formation professionnelle, est-ce qu'il y a des opportunités? Oui, il y a des opportunités. Et au niveau de l'Agence nationale de la formation, de la promotion de l'emploi, il y a vraiment un mécanisme d'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes à travers des formations en technique de recherche d'emploi et également à travers justement des formations en entrepreneuriat, c'est-à-dire comment créer et gérer son entreprise et être efficace du point de vue résultat et être également concurrentiel du point de vue vis-à-vis justement des autres acteurs économiques. Oui, Monsieur Zan, on va en venir certainement à ces enjeux actuels de la formation professionnelle au Burkina. Il l'a dit, il y a de l'existant, il y a une situation qui est là, mais il y a aussi qu'au-delà des difficultés ou peut-être des insuffisances qu'on peut avoir, mais aussi des opportunités, il y a un certain nombre d'enjeux qu'on vit aujourd'hui. Quels sont ces enjeux? Oui, disons qu'en termes d'enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question, le contexte en fait sécuritaire nous appelle justement en fait à une meilleure prise en charge des jeunes, de telle sorte à permettre donc, en tout cas à la plupart d'entre eux, d'accéder à des compétences qui vont faciliter justement dans leur insertion socio-économique d'une part, mais aussi de faire en sorte que le milieu du travail lui-même aussi puisse offrir de meilleures possibilités, donc de meilleures perspectives aux jeunes. Sinon, comme je le dis, lorsque le jeune il n'a pas suffisamment de perspectives, en fait, il devient vulnérable. Et lorsqu'il devient vulnérable, il peut être justement donc à la merci donc vraiment de tout le monde. Donc ça, c'est un premier facteur important. Mais d'un point de vue aussi politique, je pense que c'est tout à fait naturel qu'il y ait suffisamment d'investissement de telle sorte à ce que cet objectif de rendre chaque jeune compétent, productif et compétitif sur le marché du travail
le permettre justement donc de comprendre qu'en fait, la nation fait quelque chose pour lui, pour lui permettre justement donc de pouvoir s'épanouir, de pouvoir donc aller vers donc son autonomie. Et dans ce contexte de crise sécuritaire, doublé de crise humanitaire, comment on fait? Est-ce que l'espoir est permis? Oui, l'espoir est permis parce que je pense que nous avons même été interpellés, nous-mêmes en tant que sectoriels, au regard donc du contexte où la rareté des ressources donc s'est posée avec acuité, puisque la priorité donc ayant changé, nous avons compris que nous pouvons en fait nous réorganiser et agir autrement pour pouvoir donc atteindre ces objectifs-là. Donc je pense que c'est important, c'est pourquoi j'insiste donc sur ces deux aspects en termes d'enjeux, l'enjeu au plan politique. Au plan politique, je prends pour exemple la sortie donc du président de la transition, donc son Excellence, le chef de l'État, à l'université donc Joseph Kizerbo, où il a effectivement donc attiré l'attention donc sur les ministères chargés donc des questions de l'éducation et de l'emploi, sur la nécessité justement donc d'aller vers la professionnalisation. Et tout de suite donc cette impulsion politique là a interpellé tous les acteurs donc qui sont dans ces secteurs là. Et très rapidement donc pour ce qui nous concerne, donc le ministre en tête donc a diligenté donc une réflexion dans le sens donc de voir comment est-ce qu'on peut faciliter donc les interventions du ministère pour être le plus proche possible donc de ces cibles-là. Donc comment être pragmatique? Très pragmatique, donc il faut être très proche donc des cibles universitaires en allant donc aux universités, puisque le dispositif existe déjà. Donc à travers donc, la création d'espaces emploi, donc sous le leadership de l'Agence nationale donc, pour la formation. Et le deuxième volet, j'ai insisté également donc sur la proportion, l'importance donc, de la jeunesse rurale, qui nous a suffisamment interpellés au regard aussi du contexte. Donc il s'agit donc là de regarder nos dispositifs donc, institutionnels déjà existants pour voir quel complément donc, on apporte pour être le plus proche de chaque jeune. À défaut donc d'être dans chaque village, comment est-ce qu'on peut faire pour que le ministère puisse aujourd'hui avoir un répondant dans chaque commune? Et nous pensons qu'il faut relever ce défi le plus vite possible pour que le bon message puisse parvenir aux jeunes. De sorte à ce que le jeune rural ne se sente pas en dehors de la République. Tout à fait. Et qu'en termes d'opportunités, en termes d'information, et là aussi il faut insister, la question de l'employabilité aussi a cet élément de l'information qui est fondamental. Lorsque vous n'avez pas l'information juste, l'information vraie, pour aller vers les sources justement donc de création d'emplois, les sources de financement et les sources d'appui en termes de conseils, parce qu'il y a aussi donc dans notre dispositif un certain nombre de structures au-delà des fonds. On a cité donc le cas de l'ANPE qui a un certain nombre de services qui permettent donc aux jeunes d'avoir un certain nombre de compétences et d'avoir l'information par rapport donc aux possibilités d'emploi. Et l'ONEF donc on a cité tout à l'heure. Mais au-delà du ministère donc en charge de l'emploi, vous avez les autres départements ministériels qui ont des démembrements dans toutes les provinces. Quand je prends le secteur de l'agriculture, parlons du domaine de la culture aujourd'hui, avec aujourd'hui la promotion des sites touristiques et autres. C'est des niches d'emploi justement donc qui existent, mais vous pouvez être un jeune dans une localité où vous avez toutes ces potentialités-là sans en être conscient en fait. Et au-delà de ça, je crois que de plus en plus, à travers les plans communaux de développement, des études sont arrivées à démontrer qu'au niveau de chaque localité, il y a des possibilités justement donc d'emploi qui existent, mais qui ne sont pas connues des jeunes. Il y a le plan social, mais aussi la question sécuritaire aujourd'hui qui est prégnante. Et est-ce qu'à ce niveau, en matière de formation professionnelle, en matière d'emploi des jeunes, les enjeux sont tels que, vous l'avez dit, tout est urgent? Tout est absolument urgent. Et nous avons compris le message que dans justement cette approche d'urgence, il faut également comprendre qu'en fait, le jeune, là, c'est un tout. Le jeune, c'est un tout. Et si vous n'avez pas donc l'approche qui vous permet d'être en complicité de façon positive avec lui, de le comprendre dans ses craintes, dans ses aspirations pour pouvoir l'orienter, il est difficile justement donc qu'il puisse trouver le chemin donc pour aller vers son autonomie. Et l'autonomie étant justement donc ce fait qui doit permettre à chaque jeune, à chaque citoyen, jeune garçon comme fille,
de pouvoir comprendre en fait les réalités de sa vie et de pouvoir prendre les décisions donc, qui peuvent l'aider à s'en sortir, quelle que soit la nature du problème, qu'il soit d'ordre social ou qu'il soit d'ordre sécuritaire ou qu'il soit donc d'ordre sanitaire. Parce que le jeune, c'est aussi un peu ce carrefour donc, de problèmes, des problèmes qui sont souvent insinués, souvent discrets. Et lorsqu'il n'a pas la bonne personne à qui donc, il peut se confier, et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut donc, des dispositifs donc, d'écoute, des contacts à rapprocher donc, qui vont nous permettre justement de pouvoir écouter au mieux, de pouvoir orienter au mieux les jeunes vers tout ce qui est possibilité d'opportunités pour donc, leur bien-être. Oui, M. Zan, au ministère en charge de la jeunesse, vous vous occupez de formation professionnelle, mais aussi d'insertion des jeunes. Comment vous arrivez à allier compétences et innovations techniques et professionnelles du métier au regard de l'évolution du marché? Vous l'avez dit, il y a des enjeux, mais ces enjeux doivent être adossés à des innovations, à la capacité de pouvoir innover et d'inventer l'avenir. Oui, innover et inventer l'avenir, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous avons plusieurs façons de voir les choses. Déjà, le DGFE parlait tout à l'heure du dispositif de formation professionnelle. Au niveau justement donc, de ces dispositifs, nous avons des centres de formation professionnelle d'un certain niveau, tels que donc, le centre de référents des Ignarés, ou le centre de formation industrielle qui est à Bobo, ou le centre d'évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou, qui sont en fait à des niveaux d'ingénierie. Mais au-delà de ça, puisque tout le monde ne peut pas accéder, parce qu'il y a des exigences aussi, de telle sorte que tout le monde ne peut pas accéder justement à ce type d'offres-là. Mais naturellement, pour généraliser, donc, il y a des centres de niveau plus bas qui peuvent être déployés jusqu'au niveau province, voire commune. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a un regard qu'il faut avoir à l'endroit aussi des collectivités territoriales. Parce que croire qu'on peut tout faire en tant qu'État aussi, c'est se tromper. Les collectivités territoriales ont aujourd'hui en fait la responsabilité de développer les approches des initiatives de promotion des jeunes, de promotion de l'emploi, mais aussi de promotion de la formation professionnelle. Donc des approches de proximité. De proximité, puisque dans le cadre de la décentralisation, les compétences leur ont été transférées dans ces matières précises-là. Donc il appartient à nous en tant que ministère d'aller auprès d'eux, de les conseiller, de les orienter, de les aider à pouvoir aller de façon plus efficace à la prise en charge justement de ces compétences-là au niveau local. Oui, vous avez parlé des questions de politique, mais on le sait, il y a aussi des limites objectives, notamment en ce qui concerne ces politiques publiques en matière de promotion socio-économique des jeunes. Est-ce qu'on peut en parler? Avant, certainement, donner la parole à M. Yerbanga sur la question de la vision même du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi par rapport à toutes ces questions. Mais d'abord, sur les limites de des politiques publiques implémentées aujourd'hui. Oui, on peut dire qu'en termes de limites, il y a d'abord une faible synergie, parce que quand on dit politique publique, ça va faire appel à tout ce qui est projet et programme, tout ce qui est stratégie. Mais quand vous regardez les stratégies, en général, elles sont à l'échelle des ministères, donc l'échelle ministérielle. Or, aujourd'hui, les questions de jeunesse sont transversales. Donc, il va falloir justement que nous puissions nous mettre dans une synergie. Comment est-ce que je parle tout à l'heure de cette dynamique de référent opportunité insertion que nous sommes en train d'implémenter au niveau commune, est-ce qu'on peut justement agir au niveau commune sans nous intéresser aux questions agricoles ou aux questions en lien avec l'élevage? Parce que c'est les activités dominantes en milieu rural. Donc là, la question justement de la synergie est ressortie dans plusieurs études comme étant justement une des limites. Mais ce qu'il faut aussi dire et insister, c'est qu'il y a un faible investissement en termes de ressources budgétaires pour le secteur. Et si vous voulez, vous pouvez aller regarder la loi des finances, vous vous rendrez compte justement que la marge budgétaire en fait, qui est consacrée à ces domaines-là est très faible. Donc jusque-là, nous n'avons pas encore 1% du budget national en fait, pour faire face, pour prendre en charge 77,9% de la population du Burkina Faso. Et ce qui est énorme. Et ce qui est énorme. Et inquiétant à la fois. Et très inquiétant. Oui, M. Yerbanga, il a dit ces politiques publiques implémentées en matière de promotion socio-économique des jeunes ont des limites.
Mais n'empêche qu'au niveau du ministère en charge des jeunes, mais aussi de la formation professionnelle, il y a une vision. Aujourd'hui, avec le gouvernement de la transition, quelque chose est fait. Parlez-nous-en. OK. Parlant de la vision du ministère en matière de formation professionnelle, d'emploi et de jeunesse, il faut dire que dans la dynamique actuelle, la vision est claire. Il faut une approche intégrée de tout ce que nous faisons, de telle sorte que les programmes en charge de formation professionnelle doivent être en corrélation avec les programmes en charge de l'emploi. Et tout cela doit être pensé dès la conception des projets et programmes, de telle sorte qu'on puisse disposer d'une masse critique de jeunes techniquement compétents à mesure de se retrouver sur le marché du travail et rapidement être en tout cas embauché par les entreprises ou bien créer son propre entreprise. Ensuite, dans la vision, il est ressorti qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les métiers agricoles, les métiers de l'artisanat, mais également les métiers émergents tels que l'énergie renouvelable, tels que le domaine justement de l'informatique, la digitalisation, etc., etc. Donc, globalement, c'est vraiment une vision intégrée qui serait de nature vraiment à permettre à ce que nos objectifs en matière de formation professionnelle soient atteints et que le plus grand nombre en soit bénéficiaire. Parce que dans les diagnostics, il est ressorti qu'en milieu rural, nos actions en matière de formation professionnelle ne sont pas impactantes. Ça veut dire qu'en milieu rural, vraiment, très peu de jeunes bénéficient de la formation professionnelle, la formation. Pourquoi ils se sentent en marge? Voilà, ils se sentent en marge. Il n'y a pas de choses qui les intéressent. Voilà, alors que pour vraiment bénéficier d'un emploi décent, c'est-à-dire un emploi qui te donne un revenu suffisant pour pouvoir vivre, il faut vraiment avoir de la qualification. Et cela passe par la formation professionnelle. Et tenez-vous bien que avoir un emploi, certes, c'est avoir une occupation professionnelle, mais c'est également avoir un revenu et surtout avoir une place dans la société. Oui, mais en milieu rural, vous l'avez dit, M. Yerbanga, vous avez affaire à une population rurale qui peut-être n'ambitionne pas de quitter la ruralité, mais qui a besoin d'avoir des ressources, notamment de l'accompagnement, des appuis pour l'aider à professionnaliser ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens? Oui, quelque chose est fait dans ce sens parce que, parlant de formation professionnelle, nous avons plusieurs approches. Et les approches ne se limitent pas à ce que nous voyons au niveau des centres de formation professionnelle. Il y a ce que nous appelons un mode de formation par apprentissage. Là, c'est le petit, en tout cas les mécaniciens au bord de la voie qui ont avec eux vraiment des jeunes qui apprennent. Et il y a justement une approche modulaire qualifiante, la formation modulaire qualifiante. C'est des formations de courte durée, 3 mois, 6 mois, et ça permet justement aux jeunes, aux femmes, d'apprendre à l'espace d'un semestre un métier et pouvoir vraiment entreprendre quelque chose. Donc nous sommes vraiment dans cette approche. Il faut officialiser ce qui existe déjà, mais qui n'est pas vraiment mis en valeur. Vous savez qu'à Ouagadougou, en tout cas tout le monde veut vraiment de la viande grillée, que ce soit poulet, etc., etc. On veut que ça se fasse justement dans certaines conditions d'hygiène, de propriété, etc., etc. Mais au niveau des centres de formation professionnelle, vous n'avez pas un centre qui forme vraiment dans ce domaine. Donc, créer des opportunités pour pouvoir prendre en charge ces besoins. Monsieur Zan, toujours par rapport à cette question de vision du ministère, d'aller vers une sorte de professionnalisation, mais également d'appui de ces jeunes pour les emplois. Est-ce qu'à Youth Connect, la question est appréhendée dans le sens peut-être d'associer tout le monde?
tout à fait. Je pense que c'est ce que le DGP disait tout à l'heure. Aujourd'hui, au niveau du ministère, en tout cas avec le leadership donc, du ministre, nous sommes aujourd'hui dans une dynamique en fait d'amener les structures du ministère même à l'interne en fait à travailler ensemble en tandem. Et c'est à ce titre justement que je parlais tout à l'heure donc de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi qui doit mettre des dispositifs en place au sein des universités et qui doit travailler justement donc à faire en sorte que tout étudiant donc, qui le désire puisse avoir donc, un professionnel donc, qui l'écoute, qui l'oriente, qui l'aide en fait à se tracer un parcours professionnel. Ça, c'est déjà gagné parce que ça fait appel à des compétences justement donc, qui vont émaner de plusieurs structures, de plusieurs compétences déjà du ministère. Ça, c'est déjà une approche de synergie à l'interne. Et j'ai parlé également donc, du référent opportunité insertion, qui est le dispositif que nous voulons donc mettre en place dans les 302 communes rurales. Et ça, c'est une des innovations aussi, qui va nous amener aussi à ce que, avec la commune, on puisse avoir justement ces répondants qui travaillent pour le compte de l'ensemble des structures du ministère, puisque le ministère donc, a plusieurs domaines d'intervention, a plusieurs spécialités, et il faut justement donc, que nous puissions trouver ces répondants à l'échelle communale, puisque toutes les structures du ministère ne peuvent pas être donc, en commune. Oui, on va y arriver, surtout que je sais qu'au niveau du ministère, vous avez un premier responsable qui est au fait de ces questions de formation professionnelle. Et donc, les réformes, il y en a. Et donc, pour ces réformes, justement, Koutpiga, Yerbanga, quelles en sont les principales qu'on peut évoquer et qui sont en cours au niveau de votre département ministériel? Ok. À titre de rappel, il faut dire que son Excellence, le président du FASO, Ibrahim Traoré, en début de cette année 2023, a été à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Et il a rencontré les enseignants de l'université ainsi que les étudiants. Et au cours justement des échanges, il a laissé entendre que des instructions ont été données au ministre actuel en charge de la formation professionnelle, c'est-à-dire le ministre Savadogo, de prendre attache avec ses collègues de l'enseignement supérieur et du ministère en charge de l'éducation nationale afin que ces derniers puissent vraiment travailler à réformer le système éducatif de telle sorte à ce qu'on puisse activer la formation professionnelle. Parce qu'il estime que c'est la seule voie pour permettre aux jeunes d'avoir vraiment accès rapidement à l'emploi. Donc, partant justement de ces instructions du président du FASO, au niveau du ministère, nous avons déjà pris vraiment pas mal d'initiatives. Et au rang justement des éléments de réforme, je peux noter dans un premier temps l'idée d'élaborer un plan décennal de la formation professionnelle 2024-2033. Ce document de planification va décliner la vision claire en matière de formation professionnelle, définir les grands axes, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour que les jeunes puissent accéder aux structures de formation professionnelle, ce qu'il faut faire pour que la formation professionnelle soit de qualité et ce qu'il faut faire pour que la gouvernance du système de formation professionnelle soit efficace et efficient. Dans ce document également, les grandes actions en matière de formation professionnelle seront définies avec un plan d'action opérationnel. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet des réformes, c'est élaborer une stratégie nationale de formation en entreprise, c'est-à-dire en milieu de travail. Et généralement, les employeurs aiment dire que les jeunes manquent d'expérience. Et je venais de dire qu'il n'y a pas meilleure école que l'entreprise pour apprendre et avoir l'expérience. Pour avoir l'expérience que l'entreprise. Donc, il est question maintenant, à travers cette stratégie, de mettre à contribution les entreprises dans la formation des jeunes. Formation complète en entreprise, formation partielle entre l'entreprise et le centre de formation professionnelle afin que vraiment la plupart de nos jeunes soient bien formés
et que comme c'est l'entreprise même qui contribue à leur formation, naturellement, ils seront embauchés sans trop de difficultés. Maintenant, le troisième volet de la réforme, c'est qu'avant de dire aux jeunes d'aller à la formation professionnelle, il faut qu'ils sachent quels sont les métiers existants et comment y accéder. Donc, il a été demandé à ce que nous puissions élaborer ce que nous avons appelé la nomenclature des métiers. Et effectivement, le ministre a défini avec les techniciens 15 secteurs économiques qui vont faire l'objet justement de nomenclature des métiers. Entre autres secteurs économiques, il y a les métiers du sport et loisirs, les métiers justement dans le domaine de l'artisanat, les métiers dans le domaine justement de la communication, le domaine de l'agriculture, etc., etc. Ça, c'est le troisième volet. Le quatrième volet des réformes, c'est comment faire en sorte que les étudiants des universités ainsi que les élèves au niveau des lycées et collèges puissent être orientés dans le domaine de la formation professionnelle. Et puisque ça, c'est vraiment le souhait vraiment du président du FASO. À ce niveau aussi, le ministre doit prendre attache avec ses collègues afin qu'on puisse vraiment tracer les sillons. Mais d'ores et déjà, il faut noter que les étudiants comme les élèves sont prêts à aller à la formation professionnelle, mais à condition qu'on puisse garantir un certain nombre de choses. D'abord, que les conditions d'accès aux structures de formation soient souples. Ensuite, qu'on puisse garantir le fait qu'après la formation, ils auront droit à l'insertion. Et également, qu'on puisse leur permettre, après avoir bénéficié d'une formation dans un métier donné, c'est-à-dire en coupe-couture, en électricité, en informatique, et après avoir exercé le dit métier pendant un certain nombre d'années, qu'on puisse trouver des passerelles pour leur permettre de poursuivre les études supérieures. Oui. On aime dire qu'en Suisse, que 2/3 de la jeunesse s'intéresse à la formation professionnelle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en réalité, il y a un dispositif de passerelle qui permet justement à l'étudiant, après avoir fini justement sa formation, il peut exercer 2 ans et après poursuivre vraiment ses études pour devenir ingénieur, pour devenir docteur. Et en ce moment, même s'il ne va pas revenir pour exercer le métier, il peut être entrepreneur dans le secteur d'activité et cela est intéressant. Oui, monsieur Zan, il y a également, on est pris un peu par le temps, des réformes envisagées en matière d'accompagnement et d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et quelles sont ces réformes? Oui, justement, en complément à ce que M. Yarbanga a évoqué tout à l'heure, sous le leadership en tout cas du ministre, nous avons estimé que c'était bon aussi, au-delà donc du dispositif des référents opportunités insertion que j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons aussi pensé qu'il était opportun donc d'appuyer davantage, de passer à l'échelle avec notre dispositif de mobilisation des jeunes pour le volontariat. Parce que nous sommes dans un contexte justement qui est venu encore davantage aiguiser notre conscience patriotique. Et que de ce point de vue-là, pour nous, c'est même une opportunité donc, que nous entendons saisir pour davantage donner en tout cas plus de vigueur, plus de possibilités à notre programme national de volontariat de pouvoir mobiliser. On s'est fixé en tout cas un objectif à atteindre. Pour les 3 prochaines années, nous entendons mobiliser autour donc, de 100 000 volontaires nationaux donc, qui vont pouvoir contribuer dans plusieurs donc, domaines de développement du pays. Donc, à titre d'exemple, nous sommes actuellement donc, sur un projet avec le ministère de la Santé. C'est là que ça devient aussi intéressant parce que nous sommes dans une dynamique de plus en plus de nous ouvrir vers donc, les autres secteurs d'activité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, le domaine de la jeunesse étant transversal, donc, nous allons mobiliser au cours de ce mois-là donc, autour de 15 000 volontaires donc, nationaux, donc des volontaires communautaires. Là encore, donc, l'idée d'aller jusqu'à la base reste encore donc, vraiment notre fil conducteur pour être le plus proche possible donc, des jeunes. Est-ce que quelque chose n'est pas fait pour les jeunes ruraux? On en a parlé. Est-ce que dans le cadre de ces réformes, il n'y a pas quelque chose qui est fait pour ces jeunes? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. En fait, toutes ces perspectives-là donc, avec sont les dédiées. Volontaires, oui, tout à fait. Mais aussi, oui, avec justement donc, les dispositifs d'écoute, donc de proximité, d'orientation, donc d'accompagnement vers tout ce qui est, en tout cas, possibilité
pour la prise en charge donc, de leurs préoccupations spécifiques. Et il y a la question aussi de l'ANPE, où on le voit, il faut qu'on le rende davantage opérationnel. Plus opérationnel. Beaucoup plus adapté aux besoins. Tout à fait, parce que justement, donc jusque-là, même quand vous descendez au niveau région, nous n'avons que des bureaux dans les 13 régions. La province ne sait pas de quoi il s'agit quand on parle d'ANPE. Et même donc au niveau des grandes villes, bon, un bureau donc pour une capitale comme Ouagadougou, ce n'est pas suffisant. D'où justement donc l'idée d'aller dans toutes les universités publiques et même privées donc dans la perspective pour justement donc créer ces cadres-là, permettre à l'ANPE de se déployer et d'offrir donc le service de façon quotidienne, comme je l'ai dit, pour prendre en charge justement cette question de l'employabilité qui est fondamentale en fait pour assurer un parcours professionnel qui puisse aboutir en tout cas à une destination qui soit heureuse, qui soit fructueuse et qui soit épanouissante donc pour le jeune. Oui, M. Yerbanga, réaction? Ok, bon, je voulais compléter, parlant de l'ANPE et le Programme national de volontariat du Burkina Faso, en termes justement de réforme. Et pour compléter justement ce qu'il vient de dire, il faut dire que pour ce qui concerne l'ANPE, il est question justement de mettre en place des structures dans nos universités. Ces structures seront chargées de recueillir en tout cas les attentes des étudiants et puis formuler des actions concrètes de prise en charge, ce que nous appelons en tout cas bilan de compétences pour savoir exactement ce que les étudiants veulent et sur cette base, on va les orienter dans les métiers donnés. Pour ce qui concerne le volontariat, il faut dire qu'à ce niveau, l'orientation est claire. Il faut travailler de telle sorte que les volontaires en mission, l'activité qu'il va mener, à la fin de sa mission de volontariat, ils puissent l'exercer comme un métier. Quelque chose de définitif. Voilà, quelque chose de définitif. Quelque chose qui puisse, voilà. Et à ce propos, il y a vraiment un certain nombre de métiers qui ont été définis et on aimerait que vraiment toutes les conditions soient réunies afin que les volontaires en fin de mission puissent exercer justement ces métiers-là et puis continuer vraiment à être utiles sur le plan, en tout cas, des activités professionnelles. Employabilité, formation et des jeunes âgés et réformes. On peut en dire beaucoup de choses, mais il y a le temps qui nous est imparti qui est arrivé. Monsieur Zan, à quoi doit-on s'en tenir sur cette thématique majeure qui est la formation, l'employabilité des jeunes, mais aussi des enjeux et des réformes qu'on peut avoir dans le secteur? Oui, ce à quoi il faut s'en tenir, c'est de dire que si nous voulons un Burkina émergent, un Burkina développé, il faut forcément investir dans la jeunesse. Investir dans la jeunesse, investir pour demain. Et je rappelle, vous avez dit en introduction que la jeunesse est l'avenir, mais la jeunesse est surtout le présent. De plus en plus, pour nous, c'est ça en fait. On ne regarde plus devant, mais on regarde déjà à partir d'aujourd'hui quelle contribution déjà la jeunesse peut apporter. Pour qu'elle puisse apporter une contribution suffisante à la hauteur des défis et des enjeux donc, qui sont les nôtres, il faut lui donner vraiment tous les moyens, toutes les compétences possibles, nécessaires, donc, qui vont lui permettre d'assurer non seulement sa propre autonomie, parce que c'est de là qu'est d'abord l'individu, et ensuite donc pour qu'il puisse être au service donc, de la communauté et au service donc, de la nation. Oui, M. Yerbanga. Il faut dire qu'il y a une étude de la Banque mondiale qui a révélé qu'au Burkina Faso, il faudra créer 300 000 emplois supplémentaires chaque année pour faire face aux besoins d'emploi des jeunes. Alors, pour pouvoir vraiment lutter contre le chômage et favoriser justement le développement de la formation professionnelle, il faudra au Burkina Faso qu'on puisse arriver à une sorte de pacte national pour le développement de la formation professionnelle et de l'emploi. Et également, il faudra accélérer le processus de transfert des ressources financières et humaines dans les collectivités territoriales, parce qu'au niveau des régions et les communes, on doit pouvoir développer vraiment la formation professionnelle et l'emploi au grand bonheur vraiment de la population. Et dans cette dynamique, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Agence nationale de la formation professionnelle ont un rôle opérationnel à jouer.
Merci à vous deux. Je rappelle que M. Koudbiga Yerbanga, vous êtes conseiller en emploi et en formation professionnelle, directeur général de la formation professionnelle au ministère en charge de la formation professionnelle. Nous étions également avec M. Mamourou Zan, conseiller de jeunesse et d'éducation permanente. Il est également secrétaire permanent de Youth Connect au ministère en charge de la jeunesse. Merci à tous les deux d'être venus nous entretenir sur ce thème important, formation et employabilité des jeunes, enjeux et réformes. On s'arrête là donc pour ce sujet. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. À une très prochaine pour d'autres questions majeures. Au revoir et à bientôt.